Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans, des géants tout nus qui mangent les gens, même si c'est plus vraiment le sujet depuis au moins 3 saisons, mais on sent pas les couilles. J'adore cette intro. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 19, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, que dire à part que c'est un épisode excellent, exceptionnellement excellent. Je t'avais dit l'épisode d'avant déjà que c'était que l'entrée. Bon, là t'as la deuxième entrée. Ouais, parce que dans les restaurants gastronomiques, parce que non, c'est pas vrai, mais dans les restaurants gastronomiques t'as 2 entrées, tu vois. Et là on bouffe gastronomique si tu veux. Donc t'as une deuxième entrée. Et après tu vas voir les plats qui vont défiler, ça va être incroyable. Donc là voilà, là j'espère que t'es prêt à bien manger parce que on est lancé sur le chemin là. On n'est pas prêt, vous êtes pas prêt, je suis pas prêt, c'est tout. D'ailleurs, c'était vraiment, comme je disais, un excellent épisode, et je pense même que c'est mon épisode préféré jusqu'à maintenant, que je préfère même à l'épisode d'avant, en réalité, parce que j'ai trouvé l'animation et la mise en scène vraiment excellente pour le coup. J'ai même eu une petite vibe du studio d'avant qui s'en occupait, dont j'ai oublié le nom au moment où j'étais 8 studios. J'ai eu une petite vibe 8 studios. Dans la mise en scène, dans les couleurs, dans les dessins. Alors c'est peut-être fait exprès, parce que vu que ça se passe dans le passé, peut-être que c'est fait exprès que ça reprend un peu les couleurs d'avant, parce que depuis la saison 4, on a des couleurs un peu plus ternes, beaucoup moins chaleureuses, et là on retournait dans des tons de couleurs, j'ai trouvé en tout cas, alors peut-être que c'était une illusion, mais j'ai trouvé qu'on revenait un peu dans les tons d'avant, même dans l'animation, même dans le dessin, et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Du coup, ça m'avait une petite vibe nostalgique, je me suis dit putain ouais, ils sont vraiment appliqués sur cet épisode, mais je reviendrai sur la mise en scène de certains passages un peu plus tard, oui. Bon, avant d'entamer la review, je dois faire un petit mea culpa, parce qu'il se trouve que lors de la review précédente, j'ai lâché un spoil sans faire exprès, je m'en suis pas rendu compte en fait. J'ai sorti la révélation de cet épisode. Heureusement, il y a assez peu de gens qui l'ont relevé. D'ailleurs, je me suis pas repris dans les commentaires, parce que souvent quand je fais une connerie en vidéo, je dis une connerie en vidéo, je reprends en commentaire épinglé, je dis ah effectivement je me suis trompé à ce passage-là. Là, j'ai préféré rien dire parce que j'aurais pu tous ceux qui n'ont pas vu le spoil auraient pu le constater et arriver là. Parce qu'il y a plein de gens, heureusement la majorité des gens n'ont pas grillé le spoil. Et le spoil que j'ai lâché, bah, c'est la révélation justement qu'on a dans cet épisode vis-à-vis du pouvoir du titan assaillant qui peut voir les souvenirs du futur en fait. Donc il peut voir le futur clairement. Je l'avais lâché comme ça la semaine dernière. De toute bonne foi, je m'en étais vraiment pas rendu compte. J'étais persuadé que ça avait été déjà lâché dans l'animé. Alors en vrai oui, ça avait déjà été plus ou moins amorcé dans l'animé quand tu voyais Eren Kruger qui parlait de Mikasa et Armin genre 15 ans avant, tu vois, quand il relâchait Grisha du mur. Donc c'était jusque-là, dans l'animé, c'était à l'échelle de théorie en fait. Et sans faire exprès, j'ai un petit peu spoilé. Je vais faire le maximum de mon possible pour ne pas que ça se répète. Donc à partir de maintenant, avant d'écrire mes reviews, je relis systématiquement les chapitres qui correspondent au manga. Là, il me semble qu'on est au chapitre 120, 121, à cheval sur les deux. Voire peut-être un peu 122 aussi, si je dis pas de bêtises. Donc je relis systématiquement pour être sûr de bien savoir où on en est. Et pas dire de bêtises, ne pas spoiler davantage. Voilà, désolé, pardon, ça ne se reproduira plus, oui. Bon, ceci étant dit, la révélation du pouvoir du titan assaillant n'est pas pour moi la grosse révélation de l'épisode, on va y revenir. L'épisode, thématiquement parlant, est dans la droite lignée de l'épisode précédent. On continue d'explorer la relation fraternelle entre Eren et Sig. Et à vrai dire, l'épisode est tellement bien écrit et tellement bien foutu que toute analyse que je pourrais faire, tout décryptage que je pourrais faire de l'épisode pourrait sembler un peu superflu. Parce que franchement, si tu comprends pas de quoi parle réellement l'épisode avec cet épisode, tellement c'est obvious, tellement c'est vraiment appuyé, à moins que tu aies 8 ans et demi et encore, je pense que tu es un peu teubé. Mais je sais que tu n'es pas teubé, parce que moi je m'adresse à l'élite. Mais on va quand même essayer de décrypter, de proposer une analyse de l'épisode, même si forcément ça va être un peu obvious ce que je vais dire. Alors c'est sûr que je pourrais relever les petites « Oh regarde, référence au chapitre machin, à l'épisode machin », mais moi ce genre de truc là ça m'intéresse pas trop, donc on va se contenter de qu'est-ce que ça raconte, parce que c'est ça la vraie chose passionnante en réalité. Oui.
L'épisode donc explore la relation fraternelle entre Eren et Sig au travers du personnage de Grisha Yeager, qui est finalement le seul véritable lien qui relie les deux frères. Hein. C'est leur géniteur, c'est leur paternel, c'est leur père. Donc Sig envoie Eren voyager en mode Code Quantum, si tu te souviens de cette série, dans les tréfonds de la mémoire de Grisha. Bon, apparemment, il voyage vraiment dans le passé, puisqu'il les voit plus ou moins. Ou alors, digression, ou alors, c'est vu que Grisha Yeager a les souvenirs d'Eren du futur, il se souvient être venu se voir lui-même, si tu veux. Du coup, il y a une espèce d'interférence, court-circuitage, et ils peuvent se rentrer en contact, plus ou moins. C'est très chelou comme délire, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un voyage temporel, c'est plus un voyage dans la mémoire de Bidule. Donc en fait, tout se passe dans la tête, très certainement, d'Eren et de... Comment il s'appelle? Grisha, probablement. Mais je reviens à ce que je disais. Donc, Sig utilise l'axe pour emmener Eren dans les souvenirs de son père, pour tenter de lui prouver que Eren, finalement, tous ses choix, toutes les choses qu'il a faites, ne sont que le fruit du conditionnement que son père a exercé sur lui, de la mainmise des idéologies du père d'Eren sur lui, comme il a pu le faire avec Sig. Et donc il remonte les souvenirs, et au fil des souvenirs, il se rend compte que finalement, c'est pas vraiment ce qu'il pensait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans un nouveau souvenir, c'est ah Grisha, t'as vu là, il fait genre c'est un bon père, hein, mais tu vas voir, il va finir par te manipuler, tu verras bien. Et Eren il fait bah vas-y, continue à défiler, t'inquiète, on va voir, vas-y. Et plus il défile, plus il se rend compte qu'en fait, putain, en fait, c'était vraiment un bon père, en fait. Mais t'inquiète, il est dans le déni, il fait non, mais t'inquiète, peu importe, là c'est un bon père, mais tu vas voir, il va te manipuler, tu vas voir. Moi, il m'a manipulé, forcément, il va te manipuler. Bon, là, il est évident que Sig se projette dans Eren. Il est persuadé qu'Eren a les mêmes traumatismes, a le même vécu que lui, et doit avoir le même ressentiment vis-à-vis de son père. D'ailleurs, il essaye absolument de le convaincre qu'il est manipulé pour son père, parce que lui-même a été manipulé par son père, et on veut à son père, et à juste titre d'ailleurs. Et il est persuadé que s'il convainc Eren d'en vouloir à son père à son tour, et de se libérer, entre guillemets, de son emprise, et ben finalement ce ressentiment envers leur père, ça sera leur nouveau lien, leur seul véritable lien qui les unit en tant que frères, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés par la même personne et manipulés de la même façon, et que finalement ce qui va les unir, ça va être leur ressentiment vis-à-vis de ce père. Et en fait, c'est pas ça du tout, en fait. Oui. Sauf que la réalité, c'est pas ça du tout. Grisha a plutôt été vraiment, sincèrement, un bon père aimant, qui laissait la liberté à Eren de mener la vie qu'il voulait mener, de faire ses propres choix et tout. Il lui a lâché du lest, il a pas du tout été un tyran comme il l'a été avec Sig. Du coup, Sig, il est emmerdé. Sig, il se prend un peu un contre-uno psychologique. Parce qu'il pensait qu'il allait red pill Eren en lui disant « Ouais, mais ton père, c'est un bâtard, en fait. » Et en fait, Sig se rend compte que c'est lui qui se fait red pill, qu'il était persuadé de s'être émancipé de l'emprise de son père, alors qu'en fait on se rend compte que celui qui est encore sous l'emprise de Grisha, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, et ben en fait c'est Sig, c'est pas du tout Eren en fait. Celui dont tous les choix ont été influencés finalement par l'idéologie de son père, c'est pas Eren, c'est Sig. Et surtout à la fin, quand Grisha prend Sig dans ses bras dans une scène bigrement émouvante, il lui dit « Il faut que t'arrêtes Eren ». Et là, Sig, il se rend compte qu'en fait, non seulement il est toujours sous l'influence de son père, mais en plus il est aligné avec son père. C'est-à-dire que finalement, son père a fini par avoir le même point de vue que lui sur la situation, à être d'accord avec lui. Donc il se rend compte que finalement, son père lui ressemble beaucoup plus, et que lui, du coup, ressemble beaucoup plus à son père que ce qu'il pensait. Donc il n'est pas du tout émancipé de son père, il est devenu son père en quelque sorte. Et surtout, il se rend compte d'à quel point il ignore tout d'Eren. Il ne connaît pas du tout son frère, il a juste fait une projection de ce que devait être son frère, mais en fait, c'était pas du tout ça. C'est pour ça que je te dis qu'il se fait red pill un petit peu, parce qu'en fait, la vraie révélation de l'épisode, et là, selon moi, c'est que Eren, c'est le méchant, avec de gros guillemets, de l'histoire, en fait. Et c'est là que ça devient fou. Eren n'est pas la victime d'un père manipulateur aveuglé par une idéologie destructrice, vengeresse, tout ce que tu veux. Non, Eren agit comme il le fait et fait les choix qu'il a fait, et il les fait en pleine conscience, parce que c'est ce qu'il est réellement. Il est en accord avec lui-même. Il n'est pas influencé, il n'est pas influençable. Tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a choisi. Et il a toujours été tel qu'il est. Depuis le début, il sait qui il est en fait.
C'est ça qui est fort. Non seulement ça, mais en plus on découvre que c'est Eren en réalité qui a influencé son père. C'est lui qui a forcé, entre guillemets, convaincu son père de buter finalement la famille royale, d'assassiner des gosses salement. En plus, ouais, le meurtre est assez sale en plus. Qui a été un petit peu censuré dans l'anime d'ailleurs par rapport au manga. Mais bref. Et tu te rends compte qu'en fait c'est Eren qui a influencé son père. Je veux dire, là on est à la limite du surhomme nietzschéen, là. Je veux dire, ça devient n'importe quoi, c'est génial. Je veux dire, Eren, il a pleine conscience de ce qu'il est, il l'accepte, il l'assume totalement. Il fait les choix qu'il fait en pleine conscience, parce que c'est ce qu'il est au fond de lui-même. Il ne se cherche pas d'excuses, il ne se cherche pas de coupable, de responsable au choix qu'il fait. Il dit non, j'ai choisi de faire ça, parce que j'ai envie de faire ça, parce que c'est qui je suis en fait. C'est vachement balèze. Mais c'est incroyable. Où on a vu un personnage comme ça dans un manga? C'est super rare un truc comme ça, mais oui. Ceci étant dit, je pense vraiment que malgré ce que je viens de te dire, il y a un moment donné où Eren s'est fait red pill à son tour, mais dans le passé. On va y revenir. Je parle de la scène de la grotte où t'as Grisha qui s'apprête à massacrer la famille royale, et Tassi qui fait ah ouais, tu m'avais raconté que tu avais déjà vu ce souvenir-là, et que quand tu avais vu ce souvenir-là, tu avais été déçu de notre père. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Eren a été déçu? Et c'est la question que se pose Sig d'ailleurs. Eh bien, je pense qu'Eren a été déçu parce qu'il a vu son père hésiter. Il a vu son père hésiter à buter la famille royale. Autrement dit, il a vu son père faire preuve de faiblesse. Et juste après ça, il l'a vu en plus adouber Grisha en disant « Vas-y, il faut que t'arrêtes Eren ». Donc là, il a compris que son père n'avait pas la même volonté que lui, que son père était plus faible que lui. Et je pense qu'avant de voir ce flashback du passé de son père, je pense qu'Eren, que si tu regardes bien le personnage, il a été jusqu'ici animé parce que son père lui avait légué, il lui avait dit vas-y va voir dans la cave pour avoir la vérité de ce monde. Donc je pense qu'Eren à un moment donné, il était persuadé que son père était au moins aussi déter que lui à repousser les limites et à libérer les gens de paradis si tu veux. Et quand il a vu son père hésiter à buter la famille royale et en plus dire à Grisha d'arrêter Eren, il s'est rendu compte qu'en fait ils n'étaient pas du tout aussi déter. Et je pense qu'à ce moment-là, quand il a vu le flashback au moment où il baise la main d'Historia, il s'est rendu compte qu'en fait, que son père ne partageait pas ses convictions et que finalement, il avait lui-même convaincu son père, il avait dû lui-même convaincre son père d'en arriver à commettre ce meurtre-là. Et il s'est rendu compte que finalement, tout ce qui a déterminé ses choix, sa motivation, ses actions, bah ça a été lui-même depuis le début en fait. Donc c'est là qu'il a en quelque sorte tué son père au moment où il a eu le flashback avec la main d'Historia, et c'est là qu'il a changé du tout au tout, c'est qu'il a réalisé qu'en fait, ce qu'il a fait, il l'a toujours fait. Tous les choix qu'il a fait, il l'a toujours fait de par lui-même. Et même les fois où il a pensé être influencé, en fait non, c'est lui qui s'influençait lui-même. C'est là que ça devient balèze. Mais c'est incroyable en vrai, je sais pas si tu te rends compte, c'est fou. Et c'est tout l'opposé de Sig, qui lui non seulement n'a jamais pu vraiment réussir à tuer son père, mais qui a fini par devenir son père en fait. Et oui, l'opposition est géniale en fait. J'aime bien dire en fait. Bon, ça c'était pour la partie qu'est-ce que ça raconte. Je vais parler un peu des scènes de l'épisode, parce qu'il y a des scènes qui étaient vachement cool quand même, hein, globalement l'épisode masterclass, hein, oui. Alors déjà, bon j'en ai un peu parlé au début quand j'ai fait une petite digression, j'aime bien la mise en scène de l'épisode globalement, parce qu'il y a l'idée, c'est une idée qu'on a dans le manga aussi, hein, mais qui est bien retranscrite dans l'animé, c'est l'idée du flou qu'il y a. On se dit, est-ce qu'ils sont vraiment dans la pièce, dans le passé, à revivre au même moment les souvenirs de Grisha, ou est-ce que ça se passe dans l'imagination? Est-ce que c'est une vision éthérée de la réalité? On sait pas trop en fait. Il y a une espèce de porosité entre réalité, fiction, illusion. On sait pas trop. Et moi j'aime bien cette ambiguïté-là. Tout au long de l'épisode, qui est maintenue tout au long de l'épisode. Est-ce que c'est Grisha qui fait des rêves? Est-ce que c'est Grisha qui a des souvenirs du futur d'Eren en train de se regarder? On sait pas trop. Après, on peut, vu la fin, comment ça se termine, on peut imaginer que, bon, soit c'est parce que c'est Sig, grâce à l'axe, il rentre dans la mémoire vraiment de Grisha et arrive à interagir avec lui, mais est-ce qu'ils interagissent vraiment ou est-ce qu'ils interagissent dans son souvenir? On sait pas trop, en fait. C'est très très chelou comme mise en place de truc, comme...
Bon après comme je disais, on n'est pas dans le code quantum, hein, le but c'est pas de faire une théorie scientifique et d'expliquer comment ça marche, mais en tout cas mettre le côté ésotérique en avant est pas mal. On sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai en fait. Est-ce que tout ça est une métaphore? Est-ce que ça s'est vraiment passé? J'aime bien ce flou. Oui. Il y avait une scène dans le manga qui avait fait vriller plein de gens, dont moi à l'époque où elle était sortie, parce qu'elle faisait directement référence au chapitre 1 du manga. C'est le moment où Grisha s'apprête à sortir de la cuisine après qu'Eren ait dit à tout le monde, enfin que Mikasa ait dit à tout le monde qu'Eren voulait devenir un membre des bataillons d'exploration. Et il sort sa clé, il ouvre la porte et il regarde pas du tout Eren quand il parle, il regarde vers l'extérieur. Et c'est vrai que cette scène, quand tu la re-regardes, je sais pas si dans l'épisode 1 de l'animé ils l'ont mis comme ça, parce que je me souviens, j'ai pas été revoir, mais dans le manga, tu vas revoir le chapitre 1, et effectivement, Grisha regarde dans une direction chelou, sans regarder Eren en fait. Et dans cet épisode, tu vois, en tout cas t'as l'impression, la mise en scène laisse penser qu'en fait il voit Eren à ce moment-là adulte, et qu'il sait déjà ce qui va se passer. Alors qu'apparemment c'est pas vraiment le cas. Ou alors il commence à réaliser à partir de là en fait. Donc il y a une espèce, comme je le disais juste avant, il y a une espèce de flou sur la temporalité, sur ce qui est réel ou non, qui est pas mal incroyable. En vrai, que je trouve vraiment très très stylé. Ensuite, j'ai énormément apprécié la scène de la grotte secrète où le père de Eren va massacrer tout le monde. Parce que là, pareil, la mise en scène sublime le passage du manga. Vraiment, le regard déter d'Eren haineux, déformé par la haine et tout, est incroyable. Tu vois le moment de basculement de Grisha où il décide de péter un câble et tout, c'est vraiment très très bien fait. J'ai eu des petits frissons d'épique, j'ai fait oh les bâtards, c'est tellement réussi cette scène-là. L'autre scène que j'ai trouvée vraiment très bien réalisée, parce qu'elle est vraiment toute en sobriété et en intelligence, en élégance, c'est le moment où Grisha sort de la grotte, et puis il sort de son titan, et puis il est perdu, il est à deux doigts de devenir fou. Là, la mise en scène, tu comprends vraiment que le gars, il est paumé, il est là, oh, qu'est-ce que je viens de faire, j'ai tué des gosses et tout. Tu vois les plans méga saccadés d'un côté et de l'autre, vas-y, on brise la règle des 180 degrés, ou truc comme ça, on sent pas les couilles. Tu sens que le gars est perdu, tu vois. Et j'ai vraiment aimé cette scène m'a vraiment marqué, elle m'a vraiment saisi. Donc la mise en scène de cet épisode est incroyable. Les musiques m'ont pas spécialement marqué, pour le coup. Faudrait que je le revoie. Mais franchement, c'est un 20 sur 20 cet épisode, quoi. C'était vraiment incroyable de bout en bout. Voilà. Les révélations sont super intéressantes, les thématiques sont super intéressantes, la mise en scène est vraiment cool, l'animation était cool, tout était cool. En plus, on finit sur un espèce de suspense, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et je tiens à te dire, nous sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Au rythme où ça va, au rythme où ça va. Ah non, parce que non, j'allais dire de la merde, parce que le prochain épisode, ça va être... je vais pas spoiler. Mais le prochain épisode, ça va être riche en informations aussi, et puis, je veux dire, on n'est pas prêt. Là, on rentre, franchement, je pense qu'on rentre dans la meilleure période de Shingeki no Kyojin, en tout cas de cette dernière partie de Shingeki no Kyojin. Quand on ira plus loin, c'est quand ça sera un peu plus loin que ça, que je vais commencer un peu à m'inquiéter, et que je pense que ça va commencer à faire polémique pour les animaux de lit, en tout cas. Mais on en reparlera à ce moment-là, et les reviews comme les épisodes risquent d'être passionnants dans tous les cas. Bref, du coup, moi je te laisse ici. Tout ce que j'ai à dire cet épisode, c'était une putain de masterclass. Je te rajoute que tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. On n'est plus très loin du 1 000 000 d'abonnés là, faut faire un effort, faut s'abonner, faut mettre la cloche, faut suivre ma seconde chaîne, Instagram, tout ça. Normalement ça s'affiche là, ou c'est dans la description. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shingeki no Kyojin, des gens tout nus qui mangent les gens, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?